de faire l'expérience d'attitude positive envers cette autre personne. Ce n'est pas facile. Il y a en moi, et je le ressens souvent chez les autres, une certaine peur de ces ressentis. Nous avons peur de nous laisser prendre au piège de ces sentiments positifs vis-à-vis des autres si nous nous autorisons à en faire librement l'expérience. Puis-je être assez fort pour être une personne séparée de l'autre? Puis-je être assez fort en tant que personne pour être séparé de l'autre? Puis-je être assez solide pour respecter autant mes propres sentiments, mes propres besoins que les siens? Tout au fond de moi-même suis-je assez résistant pour comprendre que je ne suis pas détruit par sa colère ni assujetti à son besoin de dépendance ni devenu esclave de son amour mais que j'existe en tant qu'être séparé avec mes propres droits et sentiments? Quand je peux ressentir librement cette force d'être une personne séparée, c'est alors que je vais bien plus profondément dans ma compréhension et acceptation de l'autre parce que je n'ai pas peur de me perdre. Puis-je lui permettre d'être ce qu'il est, à savoir honnête ou trompeur, enfant ou adulte, déprimé ou trop sûr de lui-même? Puis-je lui donner la liberté d'être? Et ici, je pense à l'étude de Farson, 10, brève mais intéressante, qui montre que les thérapeutes les moins adaptés et les moins compétents ont tendance à penser qu'ils représentent la conformité et tendent à être pris pour modèle par leurs clients. Puis-je pénétrer si complètement dans son monde privé que j'en perde tout désir de l'évaluer ou de le juger? Pour ma part, je trouve plus facile de ressentir ce genre de compréhension et de le communiquer à un client individuel que je ne peux le faire avec des étudiants ou des membres du personnel dans un groupe auquel je participe. Je suis vite tenté de corriger un étudiant ou de faire remarquer aux membres du personnel les erreurs de son raisonnement. Pour abréger, je passe directement au point 9. Puis-je libérer l'autre de la crainte du jugement d'autrui? C'est bien, c'est mal. Ça mérite une bonne note. C'est raté. C'est du bon travail de thérapeute, c'est du mauvais travail. Puis-je rencontrer cet autre individu comme une personne qui est en processus de devenir, ou vais-je être ligoté par son passé et par mon passé? Roger, 1961. En citant Buber, Rogers utilise l'expression « confirmer l'autre ». Confirmer signifie accepter entièrement la potentialité de l'autre. 29. Cette citation, vaste quoiqu'incomplète, me paraît englober les différents aspects du regard positif inconditionnel ainsi que la manière d'être dans une relation signifiante qui valorise les personnes concernées. Elle établit un rapport entre le regard positif inconditionnel, l'empathie et le réel. Elle place à nouveau le regard positif inconditionnel presque au cœur d'une manière d'être centrée sur la personne dans la relation à soi et aux autres, qui inclut la relation thérapeutique mais ne lui est pas réservée. Retour sur une question persistante, les relations signifiantes. Pour moi, demeure la question, peut-on avoir un regard positif inconditionnel pour tout le monde? Je ne peux parler que pour moi, limité comme je le suis dans mon exploration réfléchie de cet aspect du sujet. L'expression, dans nos relations signifiantes, m'est utile lorsque j'essaie de définir la place que cette condition ou caractéristique occupe dans mes relations plus générales. 31. Certaines relations ont une signification importante pour moi. Certaines relations avec des personnes éloignées ou ayant sur ma vie et mes prises de conscience un impact non définissable ou faible sont bien moins signifiantes pour moi. À une extrémité du continuum, il y a ma famille, mes amis, clients, collègues et les personnes avec lesquelles j'ai des contacts plus brefs bien que relativement proches. À l'autre extrémité, il y a les personnes que je rencontre occasionnellement ou de temps en temps, comme les vendeurs, les employés de toutes sortes, journalistes, politiciens, et tous les autres. 32. Pour moi, il est clair que,